Une fois encore, salut à toutes et à tous et bienvenue à la une de l'actualité togolaise du jour. Sans tarder, dans un débat ouvert, Agboibo Yaovi se prononce sur la situation socio-politique du pays. En effet, il ressort, selon les fausses informations et fausses rumeurs, que des gens seraient payés pour aller de village en village dans le but de salir l'image d'Agboibo Yaovi. Toutefois, ce dernier fait savoir qu'il avait tous les arsenals nécessaires pour faire du Togo un pays démocratique depuis 1991, mais l'unanimité pose problème au niveau de l'opposition. C'est par là que la question se pose de savoir comment faire avancer un pays si on ne se parle pas entre leaders politiques. En se référant à l'évangile, il est écrit « Aimez vos ennemis », un passage fondamental des Saintes Écritures. Pour que ce passage biblique devienne une réalité au Togo, on va devoir s'accepter l'un et l'autre, car cette union est dans l'intérêt des populations et pour le bien du pays. Dans ce contexte, il faut que l'opposition s'unisse pour décrocher l'alternance tant recherchée sur la terre de nos aïeux. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Mais pour le moment, abonnez-vous abondamment et activez la cloche de notification pour plus d'infos et partagez le lien massivement. Bye. Le directeur du combat du peuple, c'était votre ami, ça tout le monde le sait. Depuis quelques semaines, il sort des lettres qu'on vous attribue. Bon, on a lu un peu vos réactions dans certains journaux. Bon, concrètement, c'est quoi il s'agit de quoi? Non, mais vous savez, c'est dommage que dans des occasions aussi précieuses, on soit obligé de parler de ces affaires qui peuvent se considérer malsaines. Malsaines, oui. Malsaines, parce que d'abord, et je l'ai dit dans les démentis, toutes ces lettres sont fausses. Aucune n'est réelle. Elles ont été confectionnées à la demande d'Edem Kodjo par un des miens, parce que il me servait de garde-corps, et Edem Kodjo a cru qu'il suffit qu'il dise à ses visiteurs que c'est un ancien garde-corps de Maître Agboibo pour qu'on dise c'est sérieux. Donc les documents ont été fabriqués, pareil, il les a mis dans une armoire, et chaque fois qu'il a un visiteur, diplomate, journaliste, personnalité autre, il ouvre l'armoire et il présente la lettre en disant voilà le personnage d'Agboibo. J'ai entendu parler de ça depuis 1994. Et Dieu merci. 1994. Ouais, depuis, disons que Kodjo a été Premier ministre, et je remercie M. Lucien d'avoir rendu public ces lettres-là, parce que je les ai jamais vues. Ah bon? C'est une invite qui m'en a fait état une fois, en me disant que les témoins là qui m'ont fait venir, rendez-vous a été pris chez Adbayom, et au moins je suis présenté, le témoin n'est pas venu. C'est plus tard que j'ai su qu'il s'agit d'Edem Kodjo. Donc, je dis que mais ça en fait bénéfique salutaire pour moi. Et j'ai pu montrer point par point que tout ça est faux. Maître Agboibo, c'est quand même grave. Pourquoi vous n'avez pas déposé une plainte, par exemple, contre? Parce que c'est une diffamation. J'ai un délai de 5 ans. Ah bon, d'accord. Donc ça peut venir à tout moment. Ça peut venir à tout moment. Parce que j'attends les réactions. D'abord. Jusqu'ici, Santos, qui a confectionné ces documents, n'a pas réagi. N'a pas réagi. J'ai dit, on dit que ces lettres-là ont été envoyées au chef de l'État. Et parmi tous les journalistes, le mieux placé aujourd'hui pour aller vérifier à la présidence, c'est M. Lucien. Or, jusqu'ici, il m'a pas dit, j'ai vérifié au secrétariat de la présidence. C'est vrai, il y a une lettre comme ça qui est arrivée. Tout ça, c'est du montage. Et c'est dommage qu'il en soit ainsi. Parce que, vous savez, ce qu'on voulait tous, c'est le changement pour ce pays. Et cela obligeait à mettre ensemble nos énergies. Mais d'aucuns ont préféré le dénigrement. Et tous les moyens sont bons. Moi, qu'est-ce que j'ai pas encaissé depuis 94-95? Des jeunes sont payés avec pour mission d'aller de village en village pour dire ceci. Agboibo a fait ça, Agboibo a fait cela. Et on a dénaturé les rapports que j'ai eu avec le chef de l'État. Alors que lui seul sait ce qu'on a pu faire à partir d'une imagination prête. Lui seul sait ce que vous représentez. Non, parce que je ne représente rien. Ben, il sait ce que je lui ai proposé. Et comment on aurait pu, depuis, je dirais, 91, faire de ce pays le premier pays démocratique de la sous-région. On avait tout mis en place. C'est des mesquins, les jaloux, qui ont essayé par des dénigrements de faire croire qu'on... Si il y a un secret qui m'a permis de réussir avec, pendant cette année, c'est qu'il sait que tout cela, je le peux. Il le sait très bien. Il le sait, il sait dans son parcours que Agboibo n'est jamais venu chez lui pour lui demander un franc pour ce qu'il fait.
que chaque fois que j'ai une proposition, c'est dans l'intérêt du pays. Et je dis autant je le respecte, autant à cause de ça, il me respecte. Donc vous n'avez jamais, comme vous connaissez bien la rumeur, vous n'avez jamais pris un seul franc. Vous savez, si je suis à l'aise dans le chemin qui est le mien, c'est que sur ce plan, je ne me suis débité envers personne. Donc, est-ce que c'est ce qui a expliqué la Bible que vous avez tenue pendant les présidentielles, la campagne présidentielle de 2003? Vous savez, beaucoup de gens se sont interrogés que Dieu seul sait si c'est une vraie Bible. Selon vous, c'était une vraie Bible pour témoigner votre foi? Ce genre de propos aurait eu de mérite si le président Erdogan n'était pas en vie. Dieu l'a maintenu en vie. Pour moi, on parle de tout ça. Et il sait que jamais, vous n'êtes jamais allé le voir. C'est-à-dire que j'aurais pu davantage faire pour ce pays. S'il n'y avait pas ce genre de mensonges, d'intoxication. Parce que on ne voit pas comment on peut faire avancer un pays si on ne se parle pas entre leaders politiques. Nous devons pouvoir aller chez le chef de l'État à tout moment. Discuter avec lui. Faire des propositions. Lui dire la manière de sortir de la crise. Et tout cela sans contrepartie. Mais les Togolais sont ce qu'ils sont. Dès que on entend que vous êtes parti voir le chef de l'État, c'est fini. Un autre souvenir, c'est votre passage en prison, ce procès, cette affaire avec Dahomey, à l'époque Premier ministre, qui, quelques mois après, a quitté également le pays. Mais qu'est-ce que cela vous rappelle? Oh non, moi, ça fait partie de ce que j'appelle les moments les plus palpitants de ma vie. Parce que j'ai fait mon devoir. On tuait, on violait, on massacrait des populations. Dans votre région, mais il était interdit d'en parler. Et j'ai dit non, j'ai pas le choix. En tant que responsable de ces populations, politiquement parlant, ils avaient exprimé des opinions que le pouvoir n'a pas acceptées. Je me devais réagir. Et celui-là qui vous a envoyé en prison, lui-même il est en exil aujourd'hui. Ah, je regrette qu'il soit parti en exil parce que il aurait dû rester ici. Pour la suite? Non, avec un minimum de courage pour s'expliquer. Parce que dans sa fuite, personne ne sait s'il a tort ou s'il a raison. Moi j'ai regretté qu'il soit parti. Donc vous aurez préféré qu'il soit là? Vous savez. Il y a encore le temps, je crois que ça peut arriver un jour, non? Si Dieu nous donne la vie. Souhaitons qu'il revienne, Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai dit cette affaire-là, la page est tournée. Je n'ai de ressentiment par personne. Aucun ressentiment. Il y avait 3 acteurs principaux, le chef de l'État, le juge Péché le Bia, je sais ce que chacun fait là-dedans. Mais à aucun, je n'ai gardé de ressentiment. Voilà, je l'ai dit, et je n'entends pas revenir là-dessus. Regardez ce dossier, peut-être, faut-il se garder, faire le parallèle, mais c'est l'injustice commise envers le Christ qui a été à la base d'une solidarité historique, qui a conduit d'une certaine façon au mouvement anti-juif dont on connaît les conséquences. Donc, l'injustice commise envers un individu peut entraîner des conséquences de ce genre. Mais je prends l'évangile par le côté qui me paraît le plus important. Aimez vos ennemis. Ça, c'est un passage fondamental des Écritures saintes. Et Jésus insiste même pour dire, je ne vous demande pas d'aimer vos amis. Voilà. Ce qu'on demande, c'est d'aimer vos ennemis. C'est extraordinaire. Et vous aimez vos ennemis? Mais au fond, le problème togolais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette donnée fondamentale de l'évangile devienne réalité dans notre pays? Nous n'y parviendrons que par cette acceptation des uns et des autres. Parce que trop souvent, nous avons tendance à croire que cette espèce d'amour qu'on prend, il s'agit de s'embrasser. Non, c'est dans l'intérêt de nos populations. Mandela n'a pas embrassé des clercs autour de même prix parce qu'il a de l'affection pour les clercs. Pour des clercs? Non, pas du tout. C'est pour l'amour du pays. C'est pour le pays. Et cela oblige à des devoirs dans la tolérance. Et c'est ça qui est arrivé. Nous, en tout cas, pendant qu'on y est, on peut encore s'investir pour arriver. Moi, j'ai fait le gros du travail du côté de l'opposition. Ce n'est pas par hasard que, malgré tout ce qu'on peut dire, je continue à croire que l'opposition doit être unie. Pourquoi vous ne vous entendez pas, vous et Edem Kodjo? Pourquoi? Vous ne vous entendez pas. C'est les valeurs qui me divisent. De quelles valeurs? Nos valeurs de référence. De référence. Voilà. Ah bon. Alors, la victoire de 1994, vous avez, avec l'UTD, gagné les législatives de 1994. Les Togolais vous accusent tous les deux de les avoir sacrifiés au profit de vos propres intérêts. Ouais. Ça aussi, je crois que... Que c'est-il concrètement? Non, mais vous savez, avant d'aller aux élections de 1994, nous sommes vus. Moi, Edem Kodjo, chez un témoin, et pas n'importe lequel. Le témoin vit toujours. Il est en vie. C'est un prêtre. Et on s'est parlé et nous avions défini une règle. On va aller à ces élections. Celui qui sera sorti le premier va jouer le rôle de premier ministre. Ça, c'était entendu. C'était clair. C'était clair devant un prêtre. On l'a dit pour que ce soit placé sous le sceau du sacré. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après les élections de 94, de février 94, nous nous sommes retrouvés à l'initiative de Kodjo. C'est lui qui a demandé la rencontre.
chez Egbor, nous nous sommes retrouvés et il y a un document. Bon, c'est votre premier vice-président. Mon premier vice-président. Un document a été préparé par Eden Kodjo et selon ce document et son annexe, le poste de Premier ministre revient au quart. Et il a été normalement précisé dans le document annexe que c'est à moi, c'est moi qui dois occuper ce poste. C'était clairement dit. Et signé en présence de témoins. Parfois, quand on reproche à l'UTD au cas de n'avoir pas géré ou essayé de s'entendre, comment on peut s'entendre autrement que par un document solennel écrit de la main de Kodjo et qui a été diffusé sur toutes les radios, sur toutes les chaînes au monde. Parfois, parce que ce genre de critique est d'autant plus déplorable qu'il émane d'une partie des intellectuels qui disent non, vous avez gagné l'opposition. Mais comment nous sommes entendus si en l'espèce il y a quelqu'un à qui il faut donner des conseils et même faire des reproches, qu'on ne laissait pas biaiser à côté. Donc, en 94, ce qui s'est passé était clair. La responsabilité ne peut prêter à confusion. Et j'ajoute, pour dire, s'agissant notamment de l'Assemblée nationale, parce que donc on dit, mais, si Maître Agboibo avait accepté le poste de président de l'Assemblée nationale. On vous l'a proposé quand même. Répétez, vous l'a proposé. C'est le plus ridicule. C'est Eden Kodjo qui nous a écrit au cas pour nous dire qu'il nous propose au poste de Premier ministre et au poste de président de l'Assemblée. Bon, c'était en qualité de quoi? Il était déjà nommé Premier ministre? Non, mais c'était un jeu. Parce qu'au même moment où il me proposait pour le Premier ministre, il a donné le feu vert à ces 6 députés de voter, s'ils le veulent, pour le candidat du RPT pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Il a coupé? Non, c'était lui. En tout cas, toujours, au moins un de ces députés s'est confié à un de nos députés pour dire... Après? Non, pendant les tractations. Bon. Pour nous dire, eux, ils ont le feu vert de voter pour qui veulent, que lui, il va voter pour le candidat du RPT. Bon. Alors que son parti a proposé que moi, je sois candidat. Alors, si à tout hasard, j'avais souscrit à la proposition, j'aurais subi une double humiliation. D'abord, je serais battu par Béré, puisque c'était entendu que les députés de l'UTD votent pour lui. Et la seconde humiliation, c'est que je n'aurais plus le droit de contester l'occupation du poste de Premier ministre par Kodjo, puisque moi-même j'aurais implicitement accepté en décidant d'être candidat au perchoir. Voilà, parfois quand tu imagines à quel point certains peuvent prendre d'autres pour des idiots, tu te dis, mais c'est horrible notre pays, c'est horrible ce pays. Mais alors, et les 8 ou 9 portefeuilles qu'on vous a proposés, c'est vrai, des représentants, des diplomates, des préfets, des directeurs généraux. Vous savez, le peuple n'avait pas donné 45% des suffrages. Parce que nous avons eu 45% des suffrages en 1994 pour accompagner le RPT. Et M. Eden Kodjo, notre mandat, c'était d'appliquer notre programme. Parce que, au fond, il y a des antécédents qu'on ne peut pas accepter. Moi, j'accepte aujourd'hui que, à la suite de la révision constitutionnelle de 2002, il y a des membres qui veulent comme Premier ministre. Ils peuvent le faire. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ce droit. C'est le parti majoritaire. Et si, par complaisance, nous permettions d'accepter, on aurait créé un antécédent. Bon, Maître Agboibo, est-ce que vous avez cherché après à comprendre pourquoi le président n'a pas voulu vous nommer Premier ministre? Pourquoi il n'a pas... je vous dirais franchement que c'est des intrigues qui sont déçues de la nation togolaise. Ah bon? Jusqu'à ce point? Ah oui, moi j'avais assez de renseignements pour dire. Il était entendu que quels que soient les résultats des élections législatives, voilà comment les choses allaient se passer. Et quelqu'un m'a même dit, est-ce que dans ces conditions, ça vaut la peine d'y aller? Dis non. Nous allons aller. Ah bon? Et le peuple en a décidé autrement. Donc les choses ont pris une autre figure. Bon, en dehors de ça, est-ce que vous teniez à l'époque vraiment au poste de Premier ministre ou bien vous suivez les résultats en fait qui étaient issus de ça? Au fond, si le peuple te donne un mandat, quelle excuse tu peux avoir pour dire je ne l'assume pas? Le peuple m'a pas donné mandat d'aller accompagner quelqu'un d'autre pour régler ses problèmes. C'est pour cela que vous avez refusé même les 8 portefeuilles ministériels ou 9? Non, ce n'était pas une question. Il y a une alliance claire que tout le monde voyait à l'époque. Qu'il fallait respecter. Moi, comment je peux être entré dans cet ensemble? J'avais proposé au chef de l'État à l'époque que pour éviter la discrimination, on va former un gouvernement dans lequel siège, y compris, tout le monde y compris, l'UFC. Alors, on m'a dit, ça, c'est une des erreurs à ne pas commettre. Pourquoi? Je dis non, c'est pour ce pays, c'est pour que l'ensemble des forces se retrouvent pour construire le pays que je veux faire. Parce que si on ne remédiait pas à un certain nombre de situations anormales, nous continuerons à être dans l'impasse. C'est ce que je disais. Si nous comprenons bien, c'est la tête au fait de Maître Agboibo qui ne plaisait pas. Non, peut-être, c'est pas une question de tête, il y a mon orientation. Parce qu'au fond, si jusqu'ici j'ai pu, disons, résister aux assauts multiples et quotidiens, c'est que j'écoute beaucoup ma conscience. Est-ce que ça n'a pas fragilisé un peu vos électeurs? Fragilisé. Ils étaient contents, ils étaient pour ceux-là qui ont voté pour... non, mais nos électeurs... 9 mois de grève quand même. Oui, nos électeurs ne sont pas là aussi donné mandat pour aller décorer.
pour aller gérer. Voilà. Et pourquoi vous accusez d'être à l'origine, au fait, de la crise que nous vivons aujourd'hui? Parce que vous ne vous êtes pas entendu avec Edem Kobe. Non, mais là aussi, je crois que il faut que la responsabilité soit claire. Ouais. Hein, on a été aux élections, il suffisait que les engagements puissent soient respectés pour qu'on soit unis autour de la gestion de cette victoire et que le peuple en profite. Ça n'a pas été le cas. Un des deux partis en cause a fait son choix et il sait pourquoi il l'a fait. Les conséquences sont là. Voilà. Il ne faut pas les imputer à un autre. Alors, répondant à une de nos questions ici, le professeur Ninevi a dit ceci, je cite, dans cette affaire de législative, bien entendu, celui qu'on croit qu'il a raison a plus tort, sans citer personne. Oui, mais vous savez, le professeur Ninevi avait désigné un des siens pour être dans le gouvernement de Kodjo. Ah bon, c'est pour ça qu'il a pris cette Ah, position. ça, lui seul sait pourquoi il a dit. En 1999, Maître Agour, lors du dialogue, le bulletin unique a été une lutte faite par vous et M. Zarifou Aïva du PDR. Comment l'avez-vous obtenu? En Non. discutant bien entendu avec le chef de l'État, hein, comment vous êtes arrivé à obtenir, à convaincre le chef de l'État? Moi, j'ai toujours mis en avant l'intérêt du processus, l'intérêt de nos populations. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au chef de l'État, hein, qu'on a intérêt à avoir des élections propres. Hein. Au fond, quand on parlait de bulletin unique, ce n'est qu'une partie. Le chef de l'État, dans l'accord cadre, a accepté, disons, presque l'intégralité de nos revendications. Mais ce qui est arrivé après, c'est-à-dire le renversement des situations qui a conduit à la remise en cause de ces ouvertures, je crois que si on s'y met, il nous faudra plusieurs heures pour en parler. Pour en parler. Mais vous avez réussi quand même, c'est des efforts quand même. Non, c'est-à-dire qu'au fond, je dis et je répète, notre pays est dans cet état parce qu'il y en a qui ont choisi De ne pas discuter. de ne pas, c'est-à-dire de discuter loyalement ou qui ont tendance à placer en avant leurs intérêts personnels. Alors, naturellement, on trouve des solutions provisoires sans lendemain. Mais si, aujourd'hui, parce qu'au fond, parce que j'insiste pour dire, après ma libération de la prison, quand j'ai quitté la prison, j'avais un programme à deux volets. Le premier volet, c'est de convaincre J-Christ Olympio que pour construire ce pays, il faut qu'on se retrouve ensemble avec demain, avec l'OCAN. Ben, je n'avais pas pu achever à l'époque le premier volet de ma mission. C'est pour ça que j'ai pas rencontré et demain après ma sortie de prison. C'est ça. Autrement, Jusqu'aujourd'hui. Non, on s'est rencontré Ah oui, d'accord, ok. notamment le 25 février. Ouais. Donc, il y a un travail à faire. D'abord. Mais il faut qu'il y ait des signes d'ouverture et nous les surveillons constamment. Alors dites-moi, il y a une petite histoire, permettez-moi de revenir là-dessus. Est-ce vrai que vous avez disparu de sa résidence avec son fauteuil ou c'est une simple rumeur? Si j'ai... Disparu, c'est-à-dire que vous étiez chez lui en discutant, puis vous avez disparu avec son fauteuil à l'OME 2. C'est le genre de questions auxquelles j'aime bien pas répondre. Ah bon? Vous gardez ça pour vous? Je dis, ce genre de questions vaut mieux. Donc c'est vrai quand même. Mais vous ne voulez pas répondre, bien c'est faux. Je ne... C'est moi qui vous l'apprends alors. Vous ne voulez pas répondre? Non, je ne... D'accord.